Bonjour à tous. Pour ce petit let's play sur NASSP, donc je vais vous présenter un petit peu les fonctionnalités de NASSP et on va entamer très rapidement le pilotage de la fusée Apollo. Alors qu'est-ce que c'est NASSP pour les nouveaux qui arrivent ou qui ne sauraient pas? Tout simplement en fait c'est un add-on pour le simulateur spatial orbiteur, un add-on d'Apollo. Qui intègre donc à l'orbiteur une fusée Apollo très 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 réaliste dans laquelle on peut piloter vraiment presque comme on pilotait en vrai avant. C'est-à-dire qu'il y a plus de 500 interrupteurs, tous fonctionnels, les systèmes internes sont très bien simulés, c'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose d'énorme. Donc pour ce let's play, on va suivre une trame. Cette trame, ça va tout simplement être celle d'un tutoriel qui a été écrit par un un utilisateur du forum francophone d'Orbiter. Je mettrai le lien dans la description vers le tutoriel, vers le forum, vers comment télécharger Orbiter et comment télécharger NASSP aussi. Je mettrai également un lien vers la documentation de la NASA historique qui, vous le verrez, est en tout point ressemblante au genre de schéma qu'on va pouvoir trouver dans notre tutoriel, puisque l'utilisateur s'est inspiré un petit peu de tout ça. Le créateur du tutoriel. Alors le créateur en question, il s'appelle Nul en tout, c'est son nom sur le forum, il n'est évidemment pas nul en tout. Euh, euh, je tiens à le remercier parce qu'il a fait un travail vraiment énorme, un travail énorme, déjà énorme de par sa persévérance, parce que il a passé pas mal de... Je pense qu'il a dû passer 2 bonnes années dessus. Euh, c'est un travail titanesque aussi au niveau de la quantité de travail fourni, hein, parce que bon, déjà la persévérance, je vous ai dit, il faut avoir envie de ne pas laisser tomber, quoi, et puis en plus c'est quelque chose de très complexe. Donc il a fallu qu'il fouille un petit peu dans toute la documentation de la NASA pour trouver les petites subtilités de la machine. Donc un grand remerciement à lui, puisque c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je me fais plaisir dans ce cockpit. On va tout simplement faire un pas à pas donc en suivant la trame de son tutoriel, qui n'est pas une trame qui va suivre une procédure classique de décollage par exemple. C'est-à-dire que bon déjà c'est super parce que ça va nous éviter euh, de passer 3 heures simplement à travailler dans le cockpit au sol, hein. Dès la deuxième séance on ira déjà dans l'espace donc ça sera super. À ce niveau-là, la progression du tutoriel est assez intéressante puisqu'on ne s'ennuie jamais. On démarre tout de suite dans le vif du sujet en ouvrant, voilà, en ouvrant Orbiter et NASSP. Bon, NASSP, c'est un add-on hein, qui a été créé par euh, des utilisateurs un peu foufou. Alors nous voilà donc là sur le panel principal, donc vous voyez tous les boutons, les afficheurs, c'est quelque chose de titanesque, hein. C'est vraiment quelque chose d'énorme, un travail monstrueux qui a été fourni. Ici, panel de droite, ensuite celui qui est en dessous, encore en dessous, entre les jambes côté gauche, ici côté gauche, à gauche des bras, encore un peu plus à gauche, et ici on est sur le panel de gauche en haut, ici la porte sur le plafond, la fenêtre de gauche et la fenêtre de droite. Voilà tous les panels qu'on a, on peut naviguer avec contrôle flèche, hein. Et puis on va démarrer directement par un peu de théorie. Euh, Théorie qui, vous allez le remarquer, est assez passionnante. C'est pas si compliqué à comprendre et c'est passionnant. Alors, dans la fusée Apollo, en fait, euh, on utilise une source d'énergie, forcément. Et l'avantage, c'est que cette source d'énergie, ben, elle est très 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 rentable. Pourquoi est-ce qu'elle est très rentable? Parce que elle va produire de l'eau, et oui, elle va produire de la chaleur et de l'électricité.
très pratique. Alors tout ça, ça se passe dans ce qu'on appelle des piles à combustible. Ce terme, on va l'utiliser en permanence, donc il faut bien comprendre ce qu'est une pile à combustible. Une pile à combustible, il y en a trois dans le vaisseau, et c'est tout simplement une boîte dans laquelle réagissent de l'hydrogène et de l'oxygène. C'est un récipient dans lequel tout ça, ça va réagir. Un petit compartiment. Ce petit compartiment est très sécurisé, évidemment, même si ça lui arrive d'exploser. Hein. Euh, Non, d'ailleurs, c'est pas la pile à combustible qui a explosé. Hein. Apollo 13, évidemment, c'est un réservoir, il me semble, qui avait explosé. Enfin bref, tout ça c'est très sécurisé. Comme vous pouvez le voir, entre la source de courant ici, qui est la batterie A, et l'ouverture de la vanne pour démarrer la pile à combustible, il y a beaucoup de boutons. Donc il faut vraiment y aller pour l'ouvrir par erreur, quoi. En fait, tous les systèmes d'Apollo vont être très sécurisés par ce qu'on appelle des circuit breakers. C'est tout simplement des boutons pour ouvrir le circuit. Ces circuit breakers, ils auront tous cette forme. Ça, ce sont des circuit breakers. Et sur les schémas du tutoriel qu'on va suivre, ils ont cette forme. Circuit breaker. Ça veut dire coupeur de circuit. Puisqu'on ouvre le circuit, vous voyez, il n'y a pas de contact. Ensuite, on aura aussi des switches, comme celui-ci, norm latch, qui se trouve ici, là, norm latch. Et ensuite, on aura des rotatifs, comme celui-ci. Et sur les schémas, il sera indiqué par ce symbole. D'accord. Et un rotatif, donc, par exemple, ça c'est un rotatif. Voilà. Ça c'est un rotatif. Juste... Voilà. Ok. Donc, cette pile à combustible, comme je vous l'ai dit, est très sécurisée. Il y a beaucoup de petites manips à faire. Et déjà, la première manip, ça va être d'envoyer du courant. Donc, entre ici et ici, en réalité, il se passe un tas de choses. Mais vraiment beaucoup de choses. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puisque la finalité d'aujourd'hui, ça va être d'ouvrir ces vannes et de faire sortir du courant de ce côté. Par ici. De l'autre côté de la pile. Mais pour commencer, dites-vous bien que là, le vaisseau est éteint. Et qu'on ne peut pas démarrer la pile. Pour démarrer la pile, il faut déjà ouvrir. On va revenir sur le schéma. Hein. Pour démarrer la pile, il faut ouvrir ces vannes. Pourquoi? Eh bien parce qu'une pile à combustible, comme je vous l'ai dit, on va mélanger de l'hydrogène et de l'oxygène pour former de l'eau, de la chaleur et de l'électricité. Tout ça, ça va être mixé là-dedans pour être injecté dans la pile. Mais le problème, c'est que cette vanne, il faut bien l'ouvrir. Comment est-ce qu'on va l'ouvrir, sachant que au début, c'est pas la pile qui va donner le courant puisqu'elle est éteinte. On va utiliser la batterie. Mais la batterie toute seule, ça suffit pas. Ce serait trop simple. Tous ces boutons servent pas à rien quand même. Regardez, bat A, bat C, bat B. Et pour cause, il y a beaucoup de batteries dans le vaisseau. Il y a beaucoup de batteries. Il y en a même 3. On va aller voir tout de suite un schéma de l'organisation des batteries. Voilà, un schéma du système électrique en général. On a 3 piles. Chaque pile va alimenter un BUS. Un BUS, il faut le considérer tout simplement comme un ensemble de fils électriques qui vont soit pouvoir faire entonnoir, soit pouvoir au contraire distribuer le courant. C'est un canal de passage du courant. Donc la pile 1 va alimenter le BUS A du module de service, SM, Service Module. La pile 2 va alimenter
les bus A et bus B du module de service. Pardon, la pile 1 faisait aussi le bus B. Hein. Et la pile 3, eh ben, elle alimente aussi le BUS A et le BUS B. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a 3 piles alors que chacune fait la même chose? Eh ben, en ce qui concerne la pile 1 et la pile 2, et la pile 3 aussi d'ailleurs, je confonds avec les batteries, en ce qui concerne les piles, en fait, tout simplement, on va partager le travail entre les piles. Parce qu'une pile toute seule, ça suffit pas pour tout faire. Une pile peut faire plusieurs choses, elle peut alimenter plusieurs choses, mais on ne peut pas non plus aller lui demander de tout faire. Donc on a 3 piles pour partager le travail. La pile 3 va s'occuper plutôt de tel système électronique, la pile 2 plutôt de d'autres. La pile 1 et la pile 2 vont s'occuper d'un truc, etc., etc. Ce BUS alimente main A. Très important. Très très important. Main A et main B. Et le BUS B alimente main B. Logique. Très important les mains, parce que main, si vous voulez, ça va être la source de courant général, c'est le générateur principal. Le générateur de courant principal. C'est-à-dire que le courant va arriver de bus et main va redistribuer à tout le monde. Très très important donc main. Main A va s'occuper de ce qu'on va appeler les systèmes 1 et main B va s'occuper des systèmes 2. C'est juste pour qu'on puisse les différencier. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Ensuite, bah, BAT A, BAT B et BAT C sont des batteries. Donc elles sont chargées en courant au début. Elles ont déjà une source de courant au départ. Ce sont des réserves de courant pour pouvoir démarrer. Exactement comme dans une voiture. Au début, c'est pas l'essence, c'est pas la batterie qui va faire rouler votre voiture, c'est l'essence. Mais le problème, c'est que l'essence, vous pouvez pas l'allumer comme ça. Il faut une batterie, et quand vous allez allumer le contact, cette batterie va envoyer une petite décharge électrique pour allumer l'essence. Et là, c'est l'essence qui va prendre le relais pour faire tourner la voiture. Et réalimenter la batterie d'ailleurs, puisque les batteries se réalimentent. Alors, donc en fait, imaginez-vous que les piles, c'est le réservoir d'essence, hein, tout simplement. D'ailleurs, vous verrez que ça s'appelle fuel cell. Et les batteries, c'est comme la batterie de votre voiture. Et là, on va allumer le contact. Comment est-ce qu'on allume le contact? C'est pas aussi simple que sur une voiture. La batterie A va alimenter le BAT bus A et non pas le bus A classique. Donc quand on verra BUS A, il faudra toujours faire attention, est-ce que c'est BUS A ou est-ce que c'est BAT bus A? C'est pas la même chose. Donc le BAT bus A, lui, il peut alimenter les BAT pyrotechniques B, alors que le BAT bus B peut alimenter les bus pyrotechniques A. Ne me demandez pas pourquoi. Euh, Badbus A va également alimenter le relais principal, hein, il n'y en a qu'un de toute façon. Voilà. Ensuite, il va aussi allumer Fly and Post Landing BUS. On verra après qu'on va s'en servir de celui-là. Enfin, on va pas s'en servir, mais on va activer un bouton qui est en rapport avec ce BUS là. Encore une fois, ça veut dire BUS pour l'atterrissage, pour le vol, enfin pour l'après-atterrissage et pour le vol. Ok. Donc ensuite, il y a plein de petits recoupements partout en fait. Tout va se recouper. Et il y a donc la batterie B, après c'est un peu la même chose, hein, sauf qu'elle s'occupe du bus B et du bus B ici. Et ensuite on a la batterie C. En fait, dans Apollo, tous les systèmes vont toujours être doublés, voire triplés, pour plus de sécurité. Et la batterie C, c'est surtout une batterie de secours en fait. La batterie C, on va pas s'en servir quand il n'y a pas besoin de s'en servir, parce que vous voyez qu'elle elle fait les deux. Elle a un interrupteur de sécurité, qui est l'interrupteur 4. Euh, et si vous voulez, on ne va pas se servir de cette batterie euh, normalement. C'est une batterie de secours, qui est capable aussi, vous voyez, hop,
d'alimenter main A pour lui donner un petit coup de pêche en cas de problème. Donc bat C, retenez que la batterie C c'est du secours. On va maintenant regarder un schéma en détail de cette batterie C. Alors c'est plus bas, enfin de l'alimentation par les batteries. Là en fait on est après, juste après la batterie. Comment ça se fait? Alors on va retourner ici. Vous voyez que la batterie alimente le BUS. Ou le BAT BUS plutôt même. En tout cas, ici on va s'occuper du BUS. Parce qu'elle alimente aussi le BUS et ça c'est pas négligeable. Parce que du coup, vous voyez c'est la même couleur, donc on suit le même train. Hop, elle va directement alimenter main A. Pareil pour la batterie B qui va directement alimenter main B. Donc là, on va commencer par ce cheminement là. BAT A, on fait pareil pour la B de toute façon. Ensuite SMBus A et main A. Main A est alimenté. Magnifique. On est là. Main A. Pareil ici. Main B. Et ça c'est du courant continu. Parce que la batterie alimente en courant continu. Malheureusement, les systèmes électroniques pour allumer le contact, comme je vous ai dit, c'est l'analogie qu'on va faire, eux, ils marchent avec du courant alternatif. C'est pas la même chose. Je pense que vous savez, que vous connaissez la différence. Tout simplement, le courant continu va tout le temps dans le même sens, c'est-à-dire que les électrons dans les fils électriques vont dans le même sens, et le courant alternatif, il change de sens en permanence. Euh, ok. Et il y a des appareils électriques dans le vaisseau qui marchent en continu et d'autres en alternatif. Et pour démarrer, eh ben, il nous faut de l'alternatif. On a deux générateurs. On va partir en sens inverse, d'accord? On a deux générateurs dans le vaisseau. Ces deux générateurs, AC bus 1 et AC bus 2, sont en alternatif. Ce symbole signifie alternatif. Ici, on aura un afficheur qui va nous permettre de voir la sortie, enfin de regarder l'ampérage et le voltage en sortie, euh, de BUS, des deux BUS qui sont là. Et celui-là, on le trouve ici même. Là. C'est juste le voltage, pardon, excusez-moi. Enfin, cela dit, on peut aussi regarder ici, avec ça. Mais là, on reste là. Non, pardon, j'ai dit une bêtise, ça c'est pour le courant direct, ça n'a rien à voir. Donc c'est ici qu'on va regarder. Vous voyez que BUS1, BUS2 est alternative cureuse. AC. On repasse sur ce schéma. Mais ce bus, il faut qu'il soit alimenté par quelque chose qui va transformer le courant continu en courant alternatif. Qu'est-ce qui va faire ça? Eh bien, ce sont ces trois appareils-là. Pardon. Mince. Mais alors, ce sont ces trois appareils-là, AC1, AC2 et AC3. Encore une fois, on a triplé le système. Mais en revanche, cette fois-ci, tout comme pour les piles, on va utiliser les trois. Le 3, c'est pas un secours. Et tout ça, c'est alimenté par 6 interrupteurs. Ces interrupteurs, ce sont ceux qui se trouvent ici, là. On retourne sur notre schéma. Donc ça, ce sont des onduleurs, tout simplement, qui vont transformer le courant continu qui arrive par ici. Hop, ça passe ici, tac, et ensuite, courant alternatif. Et comme je vous avais dit tout à l'heure pour la pile à combustible, il y a plein de boutons en aval et en amont de tous ces systèmes. Ce serait plutôt d'ailleurs en amont et en aval, mais bon, vous m'avez compris. Le système... donc ici on a des circuits breakers, et encore des circuits breakers, et ici des interrupteurs. AC3, même si on s'en sert, en général on le laisse en repos.
encore un peu comme une sécurité. La preuve en est qu'ici, on n'aura pas un interrupteur à 2 positions, mais à 3 positions. Pourquoi? Eh bien parce que AC3, en fait, contrairement aux deux autres, vous voyez qu'il peut être alimenté par main A via le CB5, CB pour circuit breaker, hein, ou il peut être alimenté par MNB, main B, avec le CB5 vert. Alors que AC1 et AC2, c'est exclusivement AC1 avec MNA et AC2 avec MNB, via le 3 bleu ou le 4 vert. Voilà, donc en gros, le courant arrive, il passe là, comme ça, tac, AC1, transformation en alternatif, il passe là, et ça part vers les instruments qui demandent de l'alternatif. Ça, c'est le schéma simple de base. Ensuite, tous ces petits circuit breakers, on va aller voir tout de suite à quoi ils correspondent, parce que, bah évidemment, ils sont présents dans notre cockpit, et vu que nous, ce qu'on veut pour démarrer, c'est du courant alternatif, il va bien falloir qu'on les ferme, qu'on ferme ce circuit. Donc, nous voilà sur le panel 5. Donc là, tout simplement, je vais devoir activer ça et ça pour alimenter bas de bus A et bas de bus B, hein. Et ensuite, j'active ces 4 boutons. Les 4 boutons qui sont là correspondent tout simplement euh, ici aux 4 boutons qui sont là. D'accord? Et on voit bien qu'on a inverteur power, d'accord, ici, avec, alors ici on a la correspondance, hein, le 5 vers MNB, vous voyez qu'ici on a 1, 2, 3 et 3, comment ça se fait? Eh bien tout simplement parce que le 1 est activé par main A, comme on l'a vu, ici, le 2, celui-là, est activé par main B, ici, via 5, 8, 4, et ensuite, eh bien, on va pouvoir demander au 3 d'être alimenté soit par MNB, soit par MNA. Donc le 3, soit par MNB via 695, soit par MNA via 695 bleu. Donc voilà pour les 4 boutons qui sont là. Mais c'est pas tout. Ensuite, il faut fermer ça. Pour fermer ça, alors je vous rappelle que ces deux boutons là, d'ailleurs je vous le rappelle pas, je vous l'ai pas dit, ce sont ceux qui sont là. Voilà, MNA, MNB. Et ici on a celui qui est à 3 positions. Ici. Voilà. Donc le 7 là, le 8 ici, et le 9 à 3 positions ici. Mais on va pas les ouvrir, on va pas les fermer maintenant. Pourquoi est-ce qu'on les ferme pas maintenant? Parce que il y a une règle d'or qui dit que l'interrupteur c'est en dernier. On ferme d'abord les circuits breakers, parce qu'ils servent à ça. Ils servent à être fermés avant, c'est pour la sécurité. Donc, je passe ici, et les inverseurs en question, ils sont là. Je ferme pas le 3 parce qu'a priori le 3 on va pas s'en servir maintenant, mais je peux le fermer si je veux. C'est pas catastrophique, hein. Vous voyez qu'il reste ouvert par convention pour le moment. Donc ici j'ai fermé 4, 5 et 6. D'accord? 4, 5 et 6, ce sont ceux-là. 4, 5, 6. Mais c'est pas encore bon. Il faut donc que je ferme ça pour que le courant arrive sur mes onduleurs. Donc pour fermer ces 3 petits boutons, vous voyez que c'est un peu plus long que tourner la clé de la voiture, hein, je passe ça sur MNA et MNB. Donc AC inverteur, hein, je le répète encore, c'est pour les AC1. AC1, AC2 et AC3. Celui-ci, il est sur off. De toute façon, je laissé le circuit breaker ouvert, donc même si je l'allume, ça fera rien. Puisque si j'allume ça, j'ai beau allumer, passer ça sur MNA par exemple, c'est bien beau de le passer sur MNA, c'est-à-dire là, comme ça, mais de toute façon, ici, j'ai pas fermé ça. Donc le courant passera pas. Voilà, donc action inutile. Et ensuite, eh ben, il va falloir que je m'occupe de ces boutons-là, puisqu'ils correspondent
à cela, ici. Encore une fois, AC1 peut alimenter le AC bus 1 ou le AC bus 2. Pareil pour le 2 et pareil pour le 3. Donc ici, on observe bien mon AC indicator, donc indicateur de courant alternatif, qui pour l'instant va m'afficher la sortie du bus 1. Bus 1. Le bus 1, je vais l'alimenter par MNA de l'AC inverteur 1. Vous remarquez que j'ai pas le choix. L'AC inverteur 1, c'est forcément via MNA. J'allume. Hop. Ça y est. Il y a du courant alternatif qui sort via, regardez, ici. Pourquoi? Je viens de fermer ça là. Voilà, j'ai fermé ça là. Donc, si j'ai fermé ça, hop, le courant passe et il sort et je peux effectivement, via ce trait, observer ici ma valeur. Ma valeur qui est de 115. Elle doit toujours être de 115 à ce moment-là du décollage. Si c'est pas le cas, vous avez fait soit une bêtise avant, soit il y a une défaillance. Puisqu'il me semble que NASSP simule la défaillance. Ensuite, le AC-Bus 2, qu'on va alimenter via l'AC inverteur 2, c'est-à-dire MNB. Je vous rappelle encore le schéma, ça fait pas de mal. AC-Bus 2, qu'on va alimenter, on remonte, via, hop, AC2, et ensuite via MNB. Il n'y a pas le choix. Une petite remarque quand même, vous remarquez que ceux-là, en revanche, on a le choix. On peut les alimenter via le 2, via le 1 ou via le 3. D'accord? Et là, on va par défaut mettre par le 2. Hop. Et pour voir si ça marche, on passe l'indicateur sur 2. On est encore à 115. Si je ferme, ça redescend. Voilà. Ok, donc tout le monde est activé. Donc maintenant, j'ai une source de courant alternatif. Retenez bien, alternatif. Les électrons dans les fils électriques font des allers-retours. Alors, tout ce qu'on a fait là, c'est uniquement ce qu'il y a là. Comme ça. Sans prendre ça. Hein. D'accord? Tout ce qu'il y a là. Hop. Maintenant, on a notre courant alternatif qui arrive de la batterie A. C'est magnifique. Il est passé par MNA, il est passé par les onduleurs, euh, puis par les générateurs, et on se retrouve ici. On est bloqué à 3. 3, c'est qui 3? 3, c'est un circuit breaker qu'on va retrouver donc sur le panel hop, ici. Et celui-là, en fait, on l'avait déjà fermé. Je vous rappelle, il est là. MNA. Ensuite, on a encore une tripotée de circuit breaker à fermer. Mais l'important, c'est de se dire qu'on va arriver ici sur Norm Latch. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est le bouton qui va activer les valves. Disons qu'il va activer le droit à utiliser les valves, si vous voulez quoi. La position latch, c'est une position de sécurité. Quand vous avez activé les valves, elles sont activées. C'est pour tout le temps. Si vous remettez en latch, vous n'allez pas les fermer. Simplement, l'intérêt de la position latch, c'est que ça va bloquer les valves pour pas que ça retombe en position, pour pas que ça s'éteigne. Donc au décollage, avec les vibrations de décollage. Alors, ça c'est d'accord. Avant d'allumer ces valves, il faut qu'on s'assure que tout va bien. Comment est-ce qu'on va s'en assurer? Alors, on peut repasser tous nos boutons en revue, ou on peut tout simplement, ici, hop, activer
le système CW. Le système CW qui veut dire Caution and Warning. Ça veut dire attention, attention, enfin voilà quoi. C'est le système d'alerte en fait. Le système d'alerte qui se trouve sur le panel principal ici. J'ai allumé le courant et j'ai ce petit affichage qui se met. Caution Warning allumé. Attention. Voilà, ça sonne. J'ai coupé l'alarme avec ce bouton. Alors, pourquoi ça sonne? Bah parce qu'évidemment, là il y a plein de choses qui vont pas. Qu'est-ce qui va pas? Bah déjà, la Fuel Cell 2 apparemment a un souci. Le souci qu'elle a, c'est que bah, tout simplement elle fonctionne pas, c'est tout. Elle n'est pas en fonctionnement. Pareil pour 1 et 3, sauf qu'un et 3 sont pour alimenter, donc pour l'instant c'est pas noté. Pareil pour FC Bus Disconnect. Bah tout simplement le courant est déconnecté. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors suite compresseur c'est juste parce que en fait j'ai mince. Oh là là, j'ai perdu le mot. C'est parce que j'ai plus de d'air comprimé enfin d'air pressurisé dans ma combinaison. Mais en fait, je suis pas, on s'en fiche parce que la porte est ouverte et on est au sol. Et CMC, en fait, c'est mon ordinateur qui n'est pas allumé. Enfin bref. Donc une fois que ça c'est fait, donc on va faire un petit tour d'horizon de ce système là. Je peux choisir soit d'afficher les données du CM. Oh, allez, tais-toi. Soit d'afficher que les données du module de commande, soit d'afficher les données du module de commande et du module de service. CM commande module, CSM commande en service module. Alors juste pour ceux qui verraient pas ce que c'est la différence. Hop, on va partir en page 2 ici. Donc commande module c'est cette partie là et service module c'est cette partie là. Voilà. Et ici on a la tour d'éjection qui va nous permettre en fait d'avorter le lancement en appuyant sur un gros bouton abort et hop, elle va décrocher le CM du SM en cours de décollage et déployer un parachute. On se retrouve maintenant dans le vaisseau parce qu'on n'a toujours pas coupé on n'a toujours pas tourné le contact là, hein, je veux pas dire mais ici c'est pour gérer ce chronomètre, on peut le démarrer ou le remettre à zéro. Ici c'est pour tester les lampes. Ici on choisit la source de power, AC1, AC2, comme d'habitude, la source de courant. Et ensuite là on a trois modes. Le mode normal, le mode boost et le mode acknowledge. Acknowledge, qu'est-ce que ça veut dire? En fait on va couper les lumières ici pour ne pas éblouir en fait pour ne pas éblouir les astronautes de nuit par exemple. C'est juste ça. Sinon tout le reste se comporte de la même façon. Ensuite boost, là ces lumières vont s'allumer. En revanche, celle qui ne s'allumera pas, c'est la lumière du master alarm. Il y aura quand même la sonnerie, mais il n'y aura pas la lumière rouge qui clignote. On pourra quand même appuyer pour éteindre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'au décollage, en fait on utilise le mode boost au décollage, parce que le bouton abort, comme celui dont je vous ai parlé là, pour avorter le décollage, lui aussi s'illumine en rouge. Et c'est juste pour éviter de confondre les deux. Ce serait quand même dommage d'appuyer sur abort au lieu de master alarm au décollage et de faire foirer la mission. Même chose, si jamais il faut avorter, comme ça il n'y a pas de risque de passer sur Master Alarm, de dire merde c'est pas le bon bouton, de passer sur Abort et de perdre de précieuses secondes. Voilà. Et ensuite le mode normal, bon là le mode normal, hein, tout s'allume normalement et tout sonne normalement. Ok, on va pouvoir démarrer la fusée pour de vrai. Enfin bon, bref, allumer les piles à combustible quoi, la source de courant. Pas allumer les moteurs, hein, faut pas déconner non plus.
Bon. Alors, on va partir sur un petit schéma encore, comme d'habitude, théorique. Hop. Comment marchent nos piles à combustible? Vous vous souvenez, on a la valve ici, et là on a tous les boutons pour ouvrir la vanne. Bon. Et ben maintenant on va s'occuper de tout ça. On repasse sur notre simulateur, notre magnifique simulateur. On va commencer ici. Je vous rappelle que c'est la batterie A qui est chargée d'ouvrir les vannes. Donc ici on appuie, hop, batterie A, power, entrée. Entrée de puissance de la batterie A. Entrée de courant, enfin de jus quoi. Ensuite, on passe ici. Ce sont les circuits breakers de tous les petits systèmes auxiliaires hein, qu'on va utiliser. Donc le radiateur, pour refroidir. Pas la purge, parce qu'on n'a pas prévu de purger. La connexion du BUS, évidemment. Les réactifs. Et les pompes. Les pompes qui marchent en courant à alternatif, AC. Ensuite, ici, les chauffages des tanks cryogéniques, c'est-à-dire des réservoirs de réactifs, qui sont appelés réactantes dans le simulateur. On repasse ici. Il faut activer le relais, vous vous souvenez. Hop. Et on va pouvoir passer à gauche. Alors juste une petite bricole. En vrai, on s'occuperait de ces boutons-là tout de suite. Mais on va pas le faire tout de suite, simplement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. D'accord? C'est pas très grave de le faire plus tard non plus, hein, mais bon, vous verrez pourquoi. Donc on repasse ici. Hop. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tout qui prend vie. Notre master alarme qui clignote. Mais surtout, regardez ici. On a plein de choses qui se sont affichées. La température. Le débit, il est à 0. C'est normal, on n'a pas ouvert les valves, vous vous souvenez, qui sont là. On les a pas ouvertes, donc il n'y a pas de débit. Sachant que là, c'est le débit d'oxygène ici et d'hydrogène. Ici, on a les afficheurs pour les tanks cryogéniques, c'est-à-dire les réservoirs de réactifs, la pression et la quantité restante. Pourquoi est-ce que ça sonne? Pourquoi est-ce que ça sonne? Est-ce que ça sonne? Hop, on va l'allumer. Voilà, tais-toi. C'est bon. Donc voilà. Pour ce qui est des indicateurs qu'on a ici, avec la pression, tout ce qu'il nous faut. Bon, là c'est pour le SPS, ça n'a rien à voir, hein, mais bon. C'est pour l'essence du SPS, du moteur, du réacteur principal, du module de service. Donc, ici on a tout plein de choses. Très intéressantes. Ici, tout ce qui va nous permettre de gérer le radiateur, donc le refroidissement, vous savez, ou le chauffage, refroidissement, chauffage. Ici c'est pour purger. Mince, 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 j'ai fait une bêtise là. Eh ben non, j'ai pas fait de bêtises. Pourquoi j'ai pas fait de bêtises? Parce que ça n'a pas purgé. Ça n'a pas purgé parce que j'ai bien pensé à laisser mes circuits breakers de purge ouverts. Du coup, le courant ne peut pas passer dans le système de purge. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas fait de bêtises. C'est très important, comme ça, de ne pas fermer tous les circuits breakers n'importe comment, pour sécuriser les systèmes. En fait, on pourrait fermer tous les circuits breakers au début, et ensuite n'utiliser plus que des switches. Mais c'est très risqué. Il suffit, imaginez en vrai qu'on passe avec la main et que sans faire exprès on appuie sur la purge, et puis c'est terminé quoi. C'est fin de l'histoire. Donc là, en réalité, je n'ai pas fait de bêtises. C'était une feinte. Pour pouvoir démarrer, il faut d'abord que j'active, vous vous souvenez, latch norme. Hop, j'active le système de valve. C'est activé. Ensuite, je vais ouvrir les valves. Ici. Et alors là,
je le fais pas encore. Vous allez regarder, je vous dis que j'ai cliqué sur celui-là, d'accord? C'est pas la peine de regarder comment je clique sur le bouton, comme il est joli. Regardez simplement ici le flow, c'est-à-dire le débit. Hop, il est monté. Pourquoi est-ce qu'il est monté quand j'ai cliqué sur le troisième? Parce qu'ici je suis en 3. Si je passe en 1, en 2 et en 3, vous voyez que le débit est le même. C'est un petit débit. C'est pas grand chose parce qu'on consomme pas d'électricité vraiment pour le moment. Malgré tout, je vais vous faire une petite confidence. En réalité, quand on a ouvert ça, ensuite, on ne peut plus jamais le refermer. En fait, on peut. Mais si jamais, par malheur, au grand malheur, on le referme, on arrête la réaction chimique et on ne peut pas la redémarrer. On ne pourra jamais la redémarrer. C'est-à-dire que si jamais par erreur je fais ça en vrai, c'est la fin des haricots. Les astronautes sont cuits. Dans NASSP, ils sont gentils. Ils n'ont pas simulé ça à ce point-là quand même. C'est un des rares écarts à la réalité qui se sont autorisés. On peut arrêter et redémarrer la réaction. Mais en vrai, on n'a jamais besoin de le faire. D'accord? Mais c'est au cas où, par erreur, bon. Mais, par erreur, c'est bien beau la vie. Mais, en vrai, qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser ça? Je vous le rappelle. Eh ben, on va ici, on fait réaction. Hop, hop, hop. Et là, du coup, hey, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ici, vous pouvez fermer. Ça fera rien du tout. On sécurise le circuit. Donc là, je l'ai sécurisé. Maintenant, effectivement, ça sonne. Ça sonne tout simplement parce que ben, j'ai fermé, enfin j'ai sécurisé, mais ici tout est fermé. Donc il n'y a pas de courant en fait. C'est ça que ça veut dire. La fuel cell 1, il n'y a pas de courant, ça fait rien. Bon, de toute façon, ça je vais le remettre juste pour vous montrer ensuite comment on fait varier tout ça. Et rapidement, donc on va aller tout ouvrir. Ok, donc là j'ai ouvert tout ça. Et qu'est-ce que j'observe? J'observe que... Oui, j'observe... On va prendre la fuel cell 1, par exemple. Ou la 2, tiens, la 2. Sur la 2. Si jamais... bon, ça délivre un courant électrique, on est d'accord. Donc je passe ici en fuel cell 2. Hop, j'ai le courant qui s'affiche. D'accord? L'ampérage et le voltage. Si je monte ici, j'ai choisi fuel cell 2, donc ici j'ai la température, donc d'accord. Et ici le débit. C'est bien beau. Maintenant, imaginons que je coupe immédiatement. J'éteins l'alarme. Immédiatement, qu'est-ce qu'on a? Le débit qui tombe à 0 et plus de courant. C'est logique, j'ai fermé la... Il n'y a plus de réaction chimique. Bon, je la réouvre. Mince. Bah, voilà pourquoi il faut sécuriser les circuits. Bon, je la réouvre. Et hop, le courant revient. Le débit aussi est remonté. Vous voyez, je referme le débit, je réouvre. Hop, 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 hop. Ok. Alors, par convention, en fait, c'est une histoire de, vous savez, de distribution de la charge entre les piles à combustible. On va dire que la pile à combustible 1 et 2 vont alimenter main A. D'accord? Et la pile 3 ne va pas alimenter main A. Donc fermé. En revanche, ici ça va être l'inverse. La pile 3 ne va alimenter que main B. Alors ces interrupteurs, on peut les ouvrir et les fermer à souhait. C'est juste des interrupteurs électriques. Hein. C'est juste ici que c'est la valve de réaction chimique. Donc on va aller sécuriser la réaction, vu que de toute façon on n'aura plus jamais y toucher, a priori. Voilà. La purge, j'y touche toujours pas. Hein. Ok. Donc là, ça y est, il y a du courant qui sort, bien comme il faut. Mais il y a encore un problème. Le problème, il est là, quoi. Vous voyez que ça monte.
Ça monte et c'est dangereux. Parce qu'au bout d'un moment, ça explose. La température, en fait, dans la pile à combustible est en train d'augmenter, d'accord, significativement. Je vais accélérer le temps pour que vous voyez comme ça monte. Vous voyez? Hop, hop, je reviens en temps réel. Il y a un moment où ça va se mettre à sonner, ça va me dire attention, là c'est très très dangereux quoi. Comment est-ce que je fais pour le refroidir? Bah déjà je vais passer ça sur bypass. Et ensuite, je vais venir ici et je vais activer les fuel cell pumps qui servent à refroidir. Encore une fois, on va distribuer les charges. On va dire que AC1 va s'occuper de la première et qu'AC2 va s'occuper des deux autres. Je reviens ici et très rapidement, vous voyez que ça descend, ici, là. C'est très efficace, ça redescend tout de suite. Et ça va redescendre pour se remettre dans des valeurs dans le vert. Quand c'est dans le vert, c'est que c'est bon. Il faut toujours s'assurer comme ça que les températures sont correctes. Donc voilà, on est en réchauffage, on peut observer les valeurs des différentes fuel cells. Bon, la 3 a un débit un peu plus élevé, c'est pas très grave. Pas de préchauffage, il n'y a pas besoin de chauffer. La ligne de purge est off. Je peux regarder les valeurs des différentes fuel cells. Voilà. On voit que la troisième a un petit peu plus d'ampérage, mais c'est pas significatif. Bon, ben voilà. Écoutez, on a mis en route les piles à combustible, donc à partir de maintenant, on a du courant. Voilà. Les valeurs qui sont là sont les valeurs, donc 28 courant continu, ici, d'accord. Et l'ampérage qui est aux alentours de, mince, je vois pas trop bien là, 0, 10, autour de 5, qui est bon aussi. Ces valeurs-là sont des valeurs que vous devrez avoir tout le temps. Voilà, on a, là on a mis le contact. Maintenant, il faut allumer tous les instruments électriques. Ce sera pour une prochaine vidéo de Let's Play NASSP. Juste pour terminer, une petite vue extérieure quand même, on va pas s'en priver. Voilà notre fusée. Donc comme on disait tout à l'heure, la tour d'éjection, le module de commande, c'est là-dedans qu'on est, et le module de service. On va passer aussi en vue 3D qui n'est pas cliquable. Attention, hein, c'est pas cliquable. On peut pas cliquer sur les boutons comme ça. Mais vous voyez comment est organisé en fait le cockpit. Hein. Quand je disais, vous voyez, ça c'était le panel de côté, c'était celui qui était là-bas. Ouais, c'était celui qui était là-bas. Ensuite, là on avait le panel central. Tout ce dont on a, sur quoi on a touché, c'est ici, vous vous souvenez. Ainsi que là sur le mur, en fait, on ne voit pas. De l'autre côté là. Voilà, c'est à ça qu'on a touché. Si encore, bon ici on a le système d'avertissement. Encore un petit bonus à vous dire. Voilà, si vous allez en bas là, vous cliquez, hop, et ça vous affiche des MFD. En vrai, on va utiliser évidemment l'ordinateur de bord d'Apollo. Mais si vous voulez vous assurer de vos valeurs, c'est toujours pratique d'avoir un MFD pour qui est plus coutumier aux utilisateurs classiques d'Orbiter. Donc je vous propose de vous entraîner à ce qu'on a fait aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour avancer un petit peu plus sur le pilotage d'Apollo. Donc avant de terminer, non commenté, je vais vous faire un démarrage complet de tout ce qu'on a fait là, pour que vous voyez à peu près le temps que ça prend. Parce qu'en réalité, le temps est compté. Hein. À partir du moment où on démarre, quand on fait la mise en service du vaisseau, le temps est compté. Allez, regardez, je vais remettre à 0 le timer, hop, et on va voir combien de temps je mets.
Et ben voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.